qui a eu l'habitude de venir avec nous à toutes les fêtes et qui n'est pas là aujourd'hui. Donc il nous a fait un petit discours à tout le monde, les femmes et les hommes de Savoie. Je ne serai pas avec vous ce 19 février, du moins pas physiquement, mais j'y serai de cœur et d'esprit. Alors je sais bien que le temps des discours est un peu barbant dans de telles circonstances où l'expression de l'amitié et de la convivialité sont tout aussi importantes. Mais j'arrive à un âge où je ne suis pas le seul ici, où parfois usé par des dizaines d'années de lutte, on pense à passer le flambeau à d'autres générations et assurer la relève. Alors, quel conseil, même si ce terme reste prétentieux, peut-on donner à ces futurs ou jeunes militants du renouveau de la souveraineté des États de Savoie? Chacun sait que les conseils ne servent pas à grand-chose, que même les anciens ne suivent pas eux-mêmes la voie ou la voie. Alors il a écrit VOIX et VOIE, de la sagesse qu'une longue pratique pourrait leur faire entendre ou emprunter. Moi-même, qui ne suis qu'un militant parmi d'autres, à quel titre, au nom de quoi puis-je vous conseiller? Ne retombons pas dans nos vieilles luttes tribales, entre vallées, entre paroisses, apprenons à mettre l'orgueil de notre ego dans notre poche, notre mouchoir par-dessus, car aujourd'hui comme hier, elles seront fatales au combat pour le renouveau de la cause. Ne nous laissons pas entraîner dans les débats politiques ou sociétals franco-français. Ne nous laissons pas entraîner dans les débats politiques, donc sociétal franco-français. Ne nous laissons pas entraîner dans les illusions d'unité que génèrent les collectifs d'organisation. L'unité, elle est toujours à la base, elle n'est jamais au sommet. L'unité, c'est la symbiose entre un front politique large, un mouvement citoyen et une population sur un territoire. En politique, non seulement il faut être déterminé, mais il faut avoir le souffle long. Il convient d'abord de durer. La durée signifie qu'il ne s'agit pas d'un sprint, mais bien d'une course de fond. Militer à 20 ans compte autant que militer à 70. À tout âge, chacun apporte le mieux qu'il peut sa pierre à la cause commune. Cela suppose qu'il ne faut pas s'épuiser, se fixer des objectifs trop ambitieux ou trop lourds à porter et sur lesquels on va vite s'écurer. Chacun doit trouver son rythme et s'y tenir. Les autres membres du groupe doivent le respecter. Il faut libérer nos pays de ces chaînes, mais il faut d'abord le construire. C'est en le construisant que nous allons le libérer. Je sais, le chantier est immense. De la politique à la culture, en passant par l'économie. Il vaut mieux faire 2 pas ensemble à 1000 personnes, plutôt que 10 à seulement 50. Les avant-gardes, c'est très important, mais 1000 pas devant restent loin des préoccupations des gens. Un sociologue a dit qu'une société avançait grâce à ses marches, mais attention à la marginalisation. Et une société n'avance pas par décret. Il nous faut donc faire preuve de patience et surtout de pédagogie. L'avant-garde qui a raison trop tôt et qui est totalement coupée de la base du peuple ou des masses, comme on voudra les appeler, est inefficace. Elle ne fait pas vraiment avancer les choses comme elle pourrait le faire. Parfois, elle fait même le jeu de l'adversaire en devenant son allié objectif. L'affaire est toutefois compliquée. Le tempo, difficile à négocier, à trouver, ne pas se perdre son âme avec des concessions irréversibles, rester ferme sur ses objectifs fondamentaux, maintenir la cohérence de son propre courant. Le 5e conseil, c'est s'engager pour la souveraineté des États de Savoie. On le fait à fond, avec toutes ces tripes. On les met sur la table. Mais pour gagner, les tripes ne suffisent pas. Il faut d'abord faire marcher son cerveau. C'est grâce à son intelligence que le petit David parvient à vaincre Goliath, qu'Ulysse le rusé échappe au cyclope Polyphème, que le dernier des Horaces, face au cuirassé, triomphe. L'histoire est vieille comme le monde. Cela suppose le souci de bien réfléchir avant d'agir. Le rapport de force étant la plupart du temps en notre défaveur. Nos adversaires utiliseront tous nos faux pas et nous ferons de même. Il conviendra de bien connaître les logiques d'action et les intérêts du camp d'en face pour anticiper sa façon de réagir. Les scénarios de notre action seront collectivement bien définis et souples. Comme au jeu des échecs,
Celui qui a plusieurs coups d'avance dans la tête a davantage de chances de gagner. Chaque coup reçu suppose que nous restructurerons rapidement notre système d'attaque et de défense. Tout cela implique le souci de se former, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, la capacité de travailler en équipe. Le terme intellectuel n'est pas une insulte. S'emparer de la connaissance est une arme plus efficace qu'un fusil. L'identité non plus n'est pas un vilain mot, à une condition de ne pas exclure l'autre. Pour moi, un étranger qui épousera notre cause sera plus respectable qu'un indigène de sol et de sang qui pense comme nous curateurs de tutelle français. Gilles Servat, Breton, qui a tant apporté à son pays d'accueil, venait avec sa famille de Tarbes. La famille de Pierre Mélarède, du royaume de Savoie, qui fit tant pour son pays de la Savoie et le comté de Nice, venait du Languedoc. Quant à Saint-Maurice d'Agone, saint patron de la Savoie, c'était un Africain noir de peau. L'action politique ou l'action collective, quelle qu'elle soit, suppose que quelqu'un la dirige. Pour cela, il faut y voir clair, dans des situations souvent confuses et complexes, avoir des capacités de synthèse pour entraîner un groupe proposé de prendre la décision qui s'avérera la bonne quelque temps plus tard. Ceux qui vous diront le contraire, soit vous mentent, soit vous mènent en bateau. Un général sans armée n'est plus rien. Un leader sans troupe, c'est fini. Mais une troupe sans leader, ça vous va mieux. Si un leader est bon, il sait bien s'entourer, attirer et conserver les militants nécessaires à l'action collective. Il vous revient de choisir le meilleur dans le domaine ou la sensibilité qui sont les vôtres. Ceux qui brillent le plus ne sont pas forcément les plus parfaits. Certains ont un sixième sens, un pif terrible, comme on dit. C'est une de leurs qualités majeures. J'ai connu des hommes hyper diplômés, très brillants sur le papier. Ils avaient tout lu et c'était des nains politiques qui se plantaient régulièrement. Vous pouvez les soumettre à la période d'essai. Le bon leader se jauge à son parcours, à son entourage, mais surtout à sa capacité à surmonter les épreuves et les échecs. Servir un leader est parfois ingrat. Vous restez dans l'ombre, mais vous apprendrez beaucoup et vous vivrez des moments exceptionnels. Parfois, le leader est chiant. Ah, on commence à le savoir. Il faut savoir le supporter. Comme tous les hommes, il a d'immenses qualités et des défauts. Souvent, les défauts de ses qualités, ça marche ensemble, hein, Miguel? Un bon leader ne peut être démuni du sens de l'humour. On ne peut pas le lui enlever non plus. Se fermer. Nous voici au 7e conseil. Pour apporter quelque chose au renouveau des États de savoir, il faut évidemment se former, se cultiver. Dans les sociétés riches et développées où nous avons la chance de vivre, l'accès à la formation, à la culture, à l'information est plus facile que sur le reste de la planète. C'est une immense opportunité, il faut en profiter. Dans certaines luttes de libération nationale, l'absence de formation et le décalage culturel par rapport au niveau de compétence de l'adversaire fut un handicap énorme. Ne cessez jamais l'effort permanent d'études, surtout dans des pays où notre histoire et notre culture a été totalement escamotée par la puissance coloniale. D'abord, choisir une voie qui vous plaise et corresponde à vos motivations, à vos talents. Ensuite, quelle que soit l'orientation choisie, parvenir au meilleur niveau possible. Pour reconstruire un pays, nous avons besoin de toutes les compétences dans tous les domaines. L'usure, le découragement, le doute, l'aigreur, le ressentiment, ce sont les principaux écueils de la vie militante quotidienne. Il faut les connaître et connaître ses limites. Notre projet est immense. Nous sommes encore loin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Le militantisme est exigeant, il entraîne souvent des choix difficiles, voire des sacrifices. Avec l'enthousiasme de nos 20 ans, nous sommes tous passés par des moments de découragement, de ressentiment. Face à une épreuve, une situation, une décision inacceptable, certains parviennent à tourner la page très vite. Lorsque l'usure et le ressentiment sont trop forts, il faut savoir prendre le temps de décrocher, d'équilibrer sa vie, de respirer, de lire, de faire du sport, de rêver, d'aimer, de changer d'air. Il faut parfois s'éloigner pour réfléchir et méditer, garder un troupeau dans la montagne, peut-être une solution temporaire.
Ce ne sera pas de perte de temps dans cette vie trop courte, pas de complexe à avoir, ni de sentiment de culpabilité. Nous sommes tous faillibles, il faut travailler mieux qu'on peut, sans subir la dictature de l'idéal du moi, comme disent les pays. Dans un groupe d'action, les autres membres seront attentifs à ces situations, feront l'effort d'être aidants, même si cela est difficile sur le moment, en termes de réparation des tâches à prendre en charge. Mais c'est essentiel, car l'usure de l'un use les autres. Et j'ai connu des organisations qui se sont effondrées du fait de ces phénomènes. Ne pas rejeter, convaincre, intégrer, ces mots-là seront aussi les maîtres mots de votre action. Le mouvement encore minoritaire qui est le nôtre a d'abord pour objectif non pas de rejeter, de faire peur par sa radicalité, mais de convaincre, d'être pédagogue, de séduire celui qui ne partage pas notre projet politique, de l'attacher à notre cause ou d'en faire un compagnon de route, de développer son adhésion. Il n'y a pas plus imbécile que de proclamer « ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous ». Évitez avec le public un ton agressif et péremptoire. Inutile de le renvoyer déçu dans les rangs de vos adversaires. Reformulez sur un ton interrogatif. Incluez-le dans la question, ne l'excluez pas dans la réponse. N'hésitez pas à vous engager dans le travail des petites municipalités rurales, dans le secteur associatif, qu'il fût social, économique, culturel, environnemental, paroissial et sportif. N'hésitez pas à devenir une force de proposition capable d'être porteuse de projets de territoire qui favorisent l'économie locale, tout en ne détruisant pas les ressources et l'environnement. Ne reprenez pas l'argument grandignolesque des politiciens français. Quand nous serons au pouvoir ou quand nous aurons obtenu l'indépendance, nous changerons les choses. Je suis ravie lorsque dans une assemblée publique, où je porte une proposition constructive, quelqu'un soulève l'objection. Ce serait formidable, mais dans le cadre des lois françaises ou européennes, ce n'est pas possible. Là, j'ai gagné ma journée et je vais pouvoir m'entretenir en privé avec cette personne. Notre grand projet, cette part du rêve et d'utopie qui nous porte, sont nos biens les plus précieux, un peu comme le lyrisme, une étrange énergie qui ose se confronter à la mort. Elle nous relie à d'autres, vous la transmettrez à ceux qui, demain, seront sur ce morceau de terre. C'est écrit par Jean-Marc Fonseca, dit Barbajoan, et qui fait partie du mouvement citoyen du pays Nissar. Voilà.